bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la soirée de l'information. Et comme à notre habitude, nous débattrons de plusieurs sujets de l'actualité. Ce jour, pour commencer, de ces motions de soutien au chef de l'État camerounais. Et on reste dans la politique, en littérature, avec ce nouvel ouvrage de Joseph Oona, les systèmes politiques précoloniaux du Cameroun. On parlera aussi de société avec un sujet, le Canada qui fait la cour aux étudiants camerounais et un prêtre qui encourage les citoyens à voler. On se concentrera aussi sur l'actualité internationale avec cette démission de Christiane Taubira, ministre de la Justice française, et aussi Donald Trump qui renonce au débat sur Fox News. Et pour débattre de cette actualité, justement, Fallon Chunia, bonsoir. Bonsoir, Aimée Catherine, et bonsoir également à tous nos téléspectateurs qui nous regardent, ces personnes-là qui sont fidèles à ce programme, à la soirée de l'information. Je ne manquerai pas de les faire un gros coucou. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions événementielles et publicitaires. On espère que vous apporterez votre éclairage aux actualités de ce soir. Guy Fondop, bonsoir. Bonsoir Catherine. Journaliste à Ouest Littoral, vous aurez beaucoup de choses à nous dire sur l'actualité du Cameroun et justement sur ces motions de soutien au chef de l'État. On parlait encore d'hier où de jeunes militants du RDPC ont rempli les services du gouverneur de la région du Littoral pour demander au chef de l'État camerounais de se représenter. Que pensez-vous de cette déferlante de motions de soutien? Il faut dire que ça nous rappelle tout simplement la dernière consultation présidentielle ici au Cameroun. On avait vu les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais procéder exactement de la même manière. Ils sont partis des villes et des villages, ils sont partis des campagnes pour cheminer très rapidement vers les grandes métropoles ou alors vers les centres administratifs de leurs différentes régions pour demander au président de la République d'être à nouveau candidat à sa propre succession. Donc aujourd'hui, en 2016, alors qu'on parle de plus en plus d'une consultation électorale présidentielle au Cameroun qui serait anticipée, je pense qu'on est exactement dans ce scénario-là qui voudrait que ce ne soit pas le président Biya qui se lève lui-même pour présenter sa candidature à une élection présidentielle, mais que ce soit plutôt ce qu'on appelle au sein du régime l'appel du peuple, qu'il dise à la communauté internationale que ce n'est pas lui qui veut rester au pouvoir, mais que c'est le peuple camerounais qui lui demande à chaque fois de rester parce que la scène politique aujourd'hui est complètement vide, parce qu'il est le seul capable de présider, de porter leur destin, de leur assurer un avenir meilleur, etc. Donc, Catherine, je pense qu'on est exactement dans les méthodes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les méthodes de ces dernières années. D'ailleurs, on peut même déjà, à cette occasion, anticiper sur les prochaines étapes parce qu'on se rappelle qu'après toutes ces motions de soutien, sont compilées généralement dans un ouvrage qui est un peu plus tard édité par l'imprimerie nationale, ici, le rôle joué par Sopecam. Donc, résolument pour chuter, il faut dire que c'est une façon de légitimer la future candidature à sa propre succession du président de la République, Paul Biya. J'insiste beaucoup sur le mot légitimer. Fallon Chunia, après la région du Sud, c'est le littoral qui se soulève sous l'impulsion de Tobo et Youm. On parle maintenant de jeunes militants qui appellent le président à se représenter. Alors, est-ce que ces motions de soutien cachent, selon vous, certaines choses plus profondes que ce qu'on veut nous laisser voir? Ces motions de soutien ne cachent, pour moi, ça ne cache évidemment rien. Ça a toujours été le cas à chaque fois qu'on approche des échéances présidentielles. Il y a ces sympathisants, militants du parti au pouvoir qui accourent toujours vers la province et pour demander au président, à leur candidat, alors de se représenter, le candidat qui est bien évidemment le président de la République. Mais maintenant, comme Guy Fondop le disait tout à l'heure, que c'est peut-être une manière à la veille des élections qui pourrait être anticipée, une manière de montrer à la communauté internationale que voilà, je ne voudrais pas rester, c'est mon peuple qui m'appelle à être là. Mais dans notre cas, je dirais que le RDPC ne représente en rien le peuple camerounais. Donc, si ce sont les doléances ou alors les envies de leur parti politique, ça ne représente en rien la voix de tous les Camerounais. On sait que les Camerounais ont des voix différentes ont des voix qui sont différentes de celles du RDPC. Ils voudraient certainement être candidats à sa propre succession. Et je ne pense pas que ce serait aujourd'hui que cela va changer. Et ce genre d'événements, on le voit tous les jours
quand les échéances approchent, ils sont toujours là. Et ce qui est le plus malheureux, c'est que on a comme l'impression qu'au sein des partis politiques, ils le prennent toujours, le président qui est soi-disant le candidat, comme un dieu. On voit très rarement au sein des partis politiques qui sont au pouvoir en Afrique présenter un autre candidat en dehors de celui qui est toujours là. Pourtant, on devrait participer à une alternance, même au sein des partis politiques, pour pouvoir atteindre l'alternance à la magistrature suprême que nous désirons tous. Oui. Alors, j'aimerais réagir, Catherine, avec votre permission, j'aimerais réagir par rapport aux propos de Fallon, pour dire que, malheureusement, il ne faudrait pas que nous soyons toujours à encourager notre classe politique à une sorte de faiblesse intellectuelle, parce que le jeu politique se crée, la dynamique politique arrive, n'est-ce pas, avec les émulations des uns et des autres. Ce n'est pas le fait tout simplement d'une volonté populaire. Ça ne se fait pas. Il faudrait, pour que nous puissions voir une certaine animation de la scène politique, pour que nous puissions voir plusieurs voix qui se lèvent pour demander, pour concourir vers la présidence de la République, il faudrait qu'il y ait une véritable dynamique de la classe politique. Mais au Cameroun, malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous parlez de jeu politique, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas derrière ces motions de soutien des élites qui essaieraient de passer un bon message au président de la République, de se montrer bien aux yeux de ce grand leader-là? Voilà, on vous soutient, on encourage les autres, les plus jeunes notamment, à vous soutenir. Oui, mais tout à fait. Là, nous parlons essentiellement du clientélisme politique, c'est-à-dire que je fais quelque chose pour vous et vous, en contrepartie, vous faites aussi quelque chose pour moi. Ces barons du régime ont été cooptés et positionnés à des endroits stratégiques aux quatre coins de la République pour être les couroirs de transmission entre le président de la République et la base, et aussi pour être les porteurs de messages, donc venant du pouvoir vers la base. Alors, et vice-versa, c'est-à-dire ceux-là aussi qui transmettent la volonté ou alors les doléances de la base vers le haut. Et c'est très exactement ce qu'ils sont en train de faire en ce moment avec l'appel du peuple. Ils font comprendre, ils collectent les voix de la base pour soutenir une action du sommet. C'est essentiellement cela. Et je ne pense pas que ce soit illégitime parce que nous sommes en politique. Et malheureusement, c'est parce que le jeu politique n'est pas, parce que la scène politique n'est pas dense qu'on a l'impression que cela est une exagération. Mais j'ai moi-même, dans le cadre de mes différentes investigations sur le terrain, questionné les Camerounais par rapport à une prochaine candidature du président Paul Biya à une élection présidentielle. Ils ont dit qu'ils voteraient toujours pour le président Paul Biya. Pourquoi? Eh bien parce que en face, il n'y a pas d'autres personnes capables, n'est-ce pas, de sécuriser leur avenir. Je ne parle pas de leur garantir un développement ou quoi que ce soit, mais au moins de sécuriser leur avenir, comme le fait le président Biya en ce moment. Donc je voudrais chuter en disant que, vraiment, il faudrait davantage que nous prenions, nous qui occupions l'espace public, que nous prenions davantage, qui occupons l'espace public, que nous prenions davantage un renouvellement des idées politiques pour que nous puissions avoir de nouveaux acteurs qui arrivent avec un nouveau marketing politique, de nouvelles idées pour les Camerounais. Junia, pour vous aussi, en 33 ans, on n'a pas trouvé quelqu'un qui pourrait remplacer le président de la République? Je ne pense pas qu'en 33 ans, on n'ait pas trouvé quelqu'un qui pourrait remplacer le président de la République. Le Cameroun a une opposition. On a des personnes qui incarnent certaines idéologies qui pourraient bien s'accompagner au désir du peuple. Mais c'est que présentement, l'opposition a un problème. L'opposition refuse de sortir du cadre populaire. L'opposition est encore populaire. Et l'opposition maintenant devrait être une opposition institutionnelle. Et je pense que c'est beaucoup de choses que... C'est une chose que beaucoup de Camerounais n'arrivent pas à concevoir. Voir peut-être le Nidran Fundi près du président Biya se saluer, discuter ensemble. Ils ont comme l'impression qu'ils sont trahis parce que pour eux, dans la tête, opposition veut dire se battre, ne jamais se parler, ne jamais communiquer. Mais on devrait comprendre que si un parti politique veut quitter du cadre populaire au cadre institutionnel, il faudrait une fréquentation avec le pouvoir en place. Parce que peu importe... que ce soit un parti d'opposition, je pense quand même qu'ils sont tous Camerounais et ils devraient pouvoir échanger sur certaines questions afin par moment même de trouver un consensus. Et c'est cette chose-là qu'on n'accepte pas encore. Et bon nombre de Camerounais se sentent trahis en ce terme-là et disent quelquefois que non, on n'a pas d'opposition, notre opposition a été achetée. Ce sont juste des personnes qui sont là pour jouer et pour nous embrouiller. Et qu'au moment de l'élection, ils cèdent
tous leurs droits au pouvoir en place. Guy Fondop, est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt parce que cette opposition-là a un peu calqué le modèle du RDPC, et quand on parle du SDF, c'est encore John Frunzi qui est présenté comme le candidat par excellence, au même titre que les Paul Biya? Oui, il faut dire une chose, c'est que la culture politique est la même, c'est-à-dire fondée sur des valeurs qui sont, enfin, sur des critères essentiellement immoraux, disons-le tout simplement comme ça. C'est-à-dire que les pratiques qu'on peut décrire au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sont des pratiques qu'on peut décrire dans les autres formations politiques du pays. Mais après, il faut quand même reconnaître aussi qu'en termes d'organisation, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est la machine politique la plus huilée, de la République, que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est cet appareil-là, aujourd'hui, qui propose le meilleur marketing politique aux Camerounais, parce que quand je prends par exemple le projet des grandes réalisations, qui est le projet politique que porte Paul Biya aujourd'hui, on voit très bien que c'est un projet qui permet quand même aux Camerounais aujourd'hui de vivre dans une certaine stabilité malgré la crise de sécurité avec la montée en puissance de Boko Haram. On voit des projets structurants, réellement structurants de l'économie sortir de terre. Second pont sur le Vouri, barrage de Memvele, voilà, centrale à gaz de Kribi, port en eau profonde de Kribi, dont le premier navire va accoster d'ici le mois d'avril. On voit de l'autre côté, bref, on peut en parler toute la journée, mais en termes de marketing politique, il faut encore rappeler que c'est le président Biya qui propose le meilleur marketing politique avec une vision qui n'est pas très juste, mais qui est quand même suffisamment claire pour que les Camerounais puissent comprendre, voilà, qu'avec cela, ils peuvent encore faire un petit bout de chemin. Et je pense que c'est ce qui fera la différence. C'est ce qui va amener les Camerounais, voilà, aux urnes lors de la prochaine présidentielle, à voter encore une fois de plus pour le président Paul Biya. Parce qu'en face, quand on regarde l'opposition, on voit que c'est une opposition qui est essentiellement stérile. Je vous rappelle que pour gouverner un pays comme le Cameroun aujourd'hui, en termes d'idées, en termes de marketing politique, vous devez être capable de proposer un travail au moins de 400 pages. C'est-à-dire que pour proposer aux Camerounais, pour donner aux Camerounais des offres sur des enjeux ponctuels. Présenter un plan concret. Mais malheureusement, oui. Et c'est d'ailleurs ce que fait aussi le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Parce que quand vous prenez les grandes réalisations, vous voyez que c'est un projet qui est très vaste. D'ailleurs, là-dedans, vous allez retrouver des ouvrages comme le document de stratégie nationale pour la croissance et l'emploi, qui est un véritable tableau de bord en matière de création d'emplois et de redynamisation de la croissance. Ce sont des choses qu'on ne, malheureusement, dans les bureaux politiques de l'opposition, ce sont des choses qui, malheureusement, n'existent pas. Et donc, après, le peuple camerounais va toujours, après, les Camerounais seront toujours, voilà, iront toujours massivement vers le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, tout en sachant que, pour l'instant, c'est le seul et l'unique marketing politique qui existe. Eh bien, Guy Fondop, on parle toujours d'alternance au pouvoir, mais cette fois-ci avec cet ouvrage de Joseph Oona, les systèmes politiques précoloniaux du Cameroun, où il appelle à une alternance, mais à la rotation régionale. Alors, qu'en pensez-vous, Fallon Chounia? Est-ce qu'au pouvoir, il devrait avoir une succession des différentes régions du Cameroun? Joseph Oona a vite fait d'exclure le nord et le sud, et pour lui, une autre région devrait être à la tête du pays. Est-ce que, selon vous, c'est comme ça que ça doit fonctionner, l'alternance au pouvoir? Bien évidemment, tout pouvoir a besoin d'une alternance. Mais maintenant, est-ce que cette alternance peut être rotative pour respecter l'équilibre régional du Cameroun? C'est en même temps une belle proposition, comme elle peut être ne pas avoir sa place, parce que ce n'est pas forcément en faisant le retour au pouvoir dans toutes les régions du Cameroun qu'on aura forcément un bon président. Encore que dans toutes ces régions-là, ces régions sont constituées également des différentes tribus, et je pense que le problème a été posé. Et il y a même encore des conflits d'intérêts au sein même de ces différentes tribus. Ce qui fait que si déjà au sein de ces tribus, des différentes tribus que constitue une région, ils ne s'entendent pas, comment? Parce que s'il faut que le pouvoir soit rotatif par région, il faudrait également qu'une région soit capable de produire un candidat. Si déjà une région a la capacité de produire un candidat de manière unanime, ça pourra se faire. Mais si on a encore des batailles de clans, des batailles de tribus au sein des différentes régions, ce ne serait pas très évident de pouvoir faire une rotation du pouvoir entre les différentes régions du Cameroun. Il a exclu la région du nord et du sud. Oui, parce qu'entre-temps, depuis ces 32 ans ou 40 ans, au Cameroun, on a vu comme président celui du nord et après celui du sud. On n'est pas au Nigeria, parce qu'au Nigeria, quand même, on se rend compte que le pouvoir, c'est entre le nord et l'ouest. Donc,
Mais maintenant, on a vraiment besoin d'une alternance. Mais pour que cette alternance soit rotative au Cameroun, c'est une belle initiative que chaque région puisse produire un Cameroun afin que tout le monde se sente satisfait. Mais on ne peut pas satisfaire tout le monde, encore même qu'au sein des différentes régions, les différentes tribus ne s'entendent pas et qu'il y a encore des batailles de clans. Alors Guy Fonde, vous êtes d'accord avec Joseph Oona pour l'équilibre régional et non la méritocratie? Oui, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Oona sur l'équilibre régional, parce que malheureusement, on ne peut pas aujourd'hui se permettre de sortir de cet équilibre régional, parce que en matière de développement, voilà, toutes les régions du Cameroun ne se valent pas. Je parle du développement intellectuel, qui est quand même la base, voilà, pour pouvoir monter en puissance au sein de la société. Donc, il faudrait, pour qu'il y ait un certain équilibre politique, qui n'a rien à voir avec un développement équilibré, mais il faudrait que pour un équilibre politique, qu'on puisse avoir une rotation entre les, non pas entre les différentes régions, parce qu'il faut faire une précision. Le professeur Oona ici ne parle pas d'une rotation entre les différentes régions, tout court, c'est-à-dire les 10 régions du Cameroun. Il parle d'une rotation, voilà, entre les grands aires culturels du Cameroun. C'est-à-dire que quand il parle d'une région ici, il voit essentiellement un aire culturel comme, voilà, comme les 3 régions, comme la grande partie des 3 régions septentrionales du Cameroun, ou encore voilà, l'aire culturelle Grassfield, par exemple, avec les régions du sud-ouest, du nord-ouest, de l'ouest, ou encore voilà, l'aire culturelle Fan, ou encore Fan-Béti, ou alors Béti tout simplement. Bref, il parle ici, il divise le Cameroun de manière spécifique en 4 grandes régions, comme c'est d'ailleurs le cas, en 4 grandes régions, voilà, en 4 grands aires culturelles. Ces aires culturelles, donc, ils devraient voir des rotations de candidats. Et on ne peut pas nier le fait que qu'une rotation, voilà, un président tantôt de l'ère Grassfield, un président tantôt de l'ère Fan-Béti, un président tantôt de l'ère, voilà, Peul, etc., permettrait quand même d'avoir un certain équilibre politique, mais aussi un équilibre au niveau du développement, parce que la politique, bien entendu, c'est la société pensée. Donc, si on donne la possibilité, par exemple, aujourd'hui, à un ressortissant de la région du Sud-Ouest de penser la politique au niveau national, il pourrait faire ce qu'a fait le président Paul Biya aujourd'hui, en faisant de Kribi, par exemple, le futur technopole de la République, en créant un autre pôle de développement. Celui-là, ce président-là, pourrait aussi décider dans le sens, ce n'est pas malsain, mais c'est uniquement dans le sens de consolider sa base politique, et bien de développer un certain nombre de projets qui permettent, voilà, à sa région, voilà, de s'affirmer aussi. Et cela nous viendrait au bout d'une bonne rotation entre les 4 grands aires culturels. Cela viendrait à nous donner donc, voilà, une carte de développement du pays tout à fait équilibrée. Ce qui fait que les grands courants migratoires que nous, je veux dire, les grands courants d'exode rural que nous connaissons aujourd'hui ne seront plus les mêmes. Les gens pourraient, par exemple, dans un aire culturel, s'orienter vers la métropole de cette aire-là, au lieu de venir toujours dans les deux métropoles que sont Yaoundé et Douala. Ce jeu-là de l'équilibre régional a prouvé cet art, vu qu'on a essayé de répartir tout au long de la gouvernance de Paul Biya entre les différentes régions des ministères, mais ça n'a pas amené le développement forcément dans ces régions-là, quand on sait que finalement les personnes n'appartiennent plus aux régions mais aux villes où ils naissent. Donc on a vu des gens des Grassfield qui étaient, par exemple, qui ont connu un développement personnel, qui se sont enrichis, qui ne développaient pas leur région, mais la zone où ils ont grandi, c'est-à-dire Douala et Yaoundé. Est-ce que vous ne pensez pas que cette rotation des grandes aires, même à l'alternance, ne va pas forcément apporter le développement partout, comme le pense le professeur Joseph Oona? Oui, je le disais tout à l'heure encore, je disais que cette rotation-là va effectivement permettre de multiplier les pôles de développement. J'ai pris un exemple, voilà, tout à fait palpable de la région du Sud qui va, dans les 25 prochaines années, être un véritable technopole avec le port, avec le complexe industriel portuaire, avec les mines de développement, avec les mines du pays qui vont désormais transiter de ce côté-là. Bref, on aura un technopole qui sera, ou alors qui serait la conséquence, la résultante, voilà, du passage au pouvoir du président Paul Biya dans sa région natale, c'est-à-dire dans son fief politique. On aura aussi vu dans cette région du Sud des grands projets, notamment voilà, dans le domaine de la santé, avec des grands centres de référence pour toute la sous-région installés par l'action du président Paul Biya. On aurait vu aussi là-bas
des complexes, je veux dire, des projets d'électrification, des projets énergétiques d'une certaine dimension, toujours grâce au passage au pouvoir du président Paul Biya. Cela voudrait dire donc que si demain on a un autre ressortissant d'un autre espace culturel, d'un autre aire culturel camerounais, par exemple, l'aire culturelle, pourquoi pas, je veux dire, des 3 régions septentrionales du Cameroun, c'est-à-dire Peul, etc., on pourrait aussi avoir là, avec le développement, avec la découverte du pétrole dans ces régions-là, avec les possibilités de développement économique qui s'offrent à cette région, voir aussi émerger de ce côté-là un autre technopole sous l'action politique de celui-là qui sera au pouvoir, parce que, il faut bien le préciser, c'est différent de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que voir désormais un leader qui arrive d'une région dans ce contexte-là, qui arrive au pouvoir parce que c'est le tour de sa région, veut dire un leader qui va rester rattaché à sa région. Alors qu'en ce moment, ce n'est pas le cas. Vous prenez un ministre, vous le nommez, si le président Paul Biya nomme un ministre, même s'il vient de l'ère culturelle Grassfield, celui-ci doit d'abord, avant tout, implémenter la politique, la vision du président Paul Biya. Et sa vision, oui, c'est une vision pour le Cameroun, mais c'est aussi une vision parfois de fief électoral. Et même s'agissant tout simplement d'élite, ça ne se reproduit pas de la même manière. On reste dans le même sujet, mais en changeant d'angle. Est-ce que vous ne pensez pas, Fallon Chunya, qu'en restant dans cette politique d'équilibre régional, on repousse l'arrivée des idéologies, même au pouvoir, comme ça se fait dans les autres pays, en France, où il n'y a pas des régions qui s'affrontent, mais le Parti socialiste qui affronte l'extrême droite et autres. Est-ce que ça ne repousse pas même la place des idéologies au gouvernement? Justement, ça repousse la place des idéologies au gouvernement, parce que lorsqu'on sait que une région doit produire un président, ou alors les 4, comme il a dit, repartir en 4 ères, oui, justement, doivent produire un président. Ce président-là ne va forcément pas incarner une idéologie qui est soit indépendante, ou alors une idéologie qui est déjà formée à la base. Maintenant, c'est ce que je disais, qu'il va falloir que ces régions présentent un candidat à l'unanimité. Est-ce qu'elles seront capables de présenter un candidat à l'unanimité? Parce que dans des régions, ou alors des grands pôles, on a des partis politiques de l'opposition même qui s'opposent en elles-mêmes, qui ne réussissent pas à former une coalition ou alors une cohésion. Parce que s'il faut présenter un candidat, il faudra déjà qu'il y ait une cohésion, parce que ça parle de rotative. Maintenant, s'il n'y a pas cette cohésion-là, il y aura un clash d'idéologie, parce qu'il y aura des idéologies déjà préconçues et des personnes indépendantes, parce qu'on a toujours des esprits indépendants, des candidats indépendants et des idéologies indépendantes. Maintenant, le malheur qu'on a, c'est qu'en Afrique, on n'a pas encore ces grandes idéologies comme être soit socialiste, soit républicain, ou alors soit démocrate, soit républicain. On n'a pas la notion de la gauche et de la droite, bien que certains politiques, dans leur réflexion, tendent soit vers la gauche, tendent soit vers la droite, mais on n'a pas encore cette division, ce fondement solide, et là pour que les gens savent que non, j'appartiens à la gauche, voilà les idéologies que je défends, et ça sera un peu difficile de pouvoir présenter un candidat à l'unanimité et qui incarne une idéologie préconçue pour la région au préalable. Tout à l'heure, Guy Fondep, on parlait de ces motions de soutien. Est-ce qu'avec cet ouvrage, le professeur Joseph Ouona ne se détache pas de tout ce grand mouvement qui voudrait porter encore le président de la République à la tête du pays? Oui. Est-ce qu'il se détache? Non, je ne pense pas vraiment qu'il se détache, parce qu'il fait davantage, il donne davantage. C'est un travail qui est davantage dans le sens d'un repère. Voilà, vraiment pour une réflexion qui va évoluer dans le temps. Donc ce n'est pas pour demain, parce que pour que nous puissions arriver à une telle situation, il faudrait déjà que l'appareil de décentralisation se mette véritablement en marche. Parce qu'avec une véritable décentralisation, avec les élections au niveau des régions, on aura une grande vitalité politique au niveau des régions. On n'est pas obligé d'avoir des socialistes, des démocrates, etc. Parce que, malheureusement, la configuration, les idéaux politiques ne peuvent pas, les idéaux démocratiques ne passent pas forcément par des courants gauche-droite, centre-milieu, mais ça passe essentiellement par une pensée de la société. Alors, chacun arrivera avec son propre marketing à lui, avec son projet politique à lui, qu'il soit de gauche ou de droite, ou alors du centre. Cela ne sera pas un problème. Ce qui va compter, c'est la capacité de ce projet-là à pouvoir fédérer le plus grand nombre. Et donc, ce grand nombre-là qui viendra porter celui-là à la tête de la région, ce qui devrait être un préalable, n'est-ce pas, pour aspirer plus tard à devenir le chef de l'État, comme c'est le cas au Nigeria. Je puis vous rassurer, pour avoir couvert des élections, des échéances présidentielles au Nigeria, que la vitalité politique
est monstrueuse dans ce pays-là. Vous avez, même ne serait-ce que pour une élection au niveau des districts, mais alors une vitalité incroyable. Et à la fin, cela ne profite qu'au développement du pays, qu'à l'épanouissement des idées politiques. Parce qu'après, il y a une grande forme d'harmonie qui prend possession de tout le pays et des leaders qui sont vraiment légitimes et qui savent exactement le contrat qu'ils ont passé avec la base et donc qui reviennent à chaque fois investis au niveau de cette base-là. Donc je pense que pour le professeur, ou pour revenir à votre question, je pense que le professeur Ouona est en train de nous donner les repères pour que nous puissions penser avec l'avancée de la décentralisation, pour que nous puissions penser, voilà, une nouvelle vision, un nouveau développement politique de notre pays à l'avenir. Plus tard. Oui, tout à fait, oui. Bon, je vois votre intérêt, je vois que Fallon Chunya, vous voulez réagir, mais on doit parler de toute autre chose à présent. Et c'est du Canada qui fait la cour aux étudiants, des conférences sur 3 jours à Yaoundé sur les bienfaits d'étudier dans ce pays. Alors Fallon Chunya, vous qui êtes encore étudiante, c'est à vous que je pose la question. À qui profitent ces départs des étudiants camerounais pour le Canada? Bien évidemment, cela profiterait non seulement dans un premier temps au Canada, parce qu'on reconnaît que le Canada est un pays qui n'est pas peuplé dans tous ses États. Il y a des États au Canada qui ont encore besoin d'être peuplés. Et puis, on a besoin que des personnes viennent. Il y a du travail au Canada et la main-d'œuvre au Canada est vieillissante. Donc, on a une société qui est plus vieille et on a besoin de jeunes personnes qui viennent prêter une main-d'œuvre au Canada et non seulement prêter cette main-d'œuvre dans le cadre du travail, en même temps pouvoir occuper ces régions qui sont encore inoccupées. Et ce qui fait en sorte qu'ils se retrouvent maintenant en train de faire les yeux doux aux étudiants camerounais. Mais je pense que ça ne sera pas seulement aux étudiants camerounais, mais ils vont le faire presque pour d'autres... dans beaucoup d'autres zones en Afrique. Mais bien évidemment, il ne suffit pas seulement, non seulement ça va profiter au Canada, mais également faire les yeux doux. Ils vont aussi également signer des partenariats avec des universités, soit privées ou alors étatiques qui sont sur place, afin que l'on puisse avoir des diplômes canadiens en étant au Cameroun, sachant que la plupart de ces écoles ont fait soit des conventions avec les universités françaises, parce que c'était encore le système BTS, brevet de technicien supérieur. Mais dans un autre cas, il ne suffit pas seulement de faire les yeux doux, vu qu'on sait que les études au Canada sont assez coûteuses. Faire des études au Canada, c'est pas donné, la caution, le logement, et la vie au Canada coûte extrêmement cher. Maintenant, même ce départ-là, pour certains étudiants, ça sera des étudiants de certaines familles qui pourront bien évidemment pourvoir ces sommes d'argent, pouvoir assumer le logement de leurs enfants, la pension qui s'élève dans certaines universités, que ce soit d'État ou privé, par moment à plus de 6 millions. Et le coût de vie au Canada n'est pas assez abordable pour les étudiants de tous bords. Donc je pense que le Canada voudrait diversifier ses partenaires sur le plan scolaire, mais en même temps, ces jeux doux-là profiteraient plus au Canada qu'au Cameroun, parce que là, ils rappelaient encore lors de leur conférence de presse que ces étudiants ont pu trouver du travail au Canada. Ça veut dire que on ne forme pas des étudiants qui vont acquérir le savoir et revenir l'implémenter au Cameroun, mais on veut former des étudiants qui vont pouvoir rester et travailler en tant que citoyens canadiens. Et justement, Guy Fondop, est-ce que le Cameroun ne devrait pas s'inquiéter de cette fuite des cerveaux, puisque ce sont des gens qui vont se former et qui ne reviendront peut-être pas? Oui, il faut dire que pas besoin que ces personnes reviennent, parce que il se trouve qu'en ce moment, la principale peur du régime camerounais, c'est de voir justement c'est de voir la classe politique se renouveler, c'est-à-dire de voir de nouvelles idées politiques naître. Et il faut dire que tous ces candidats à l'immigration ont une particularité, c'est qu'ils ont un certain potentiel, ils ont un certain niveau d'éveil. Déjà, pour comprendre la question de l'immigration, pour avoir envie de partir vers des destinations inconnues, il faut avoir un certain niveau d'éveil. Ce sont des personnes qui, s'ils restaient sur le territoire, pourraient devenir un véritable danger pour les régimes, pour le régime à un moment donné. Donc, c'est une bonne chose. Le régime gagne véritablement à les voir partir, parce que plus ils s'en vont, plus la classe politique ne s'anime pas véritablement, parce qu'il y a une fuite des cerveaux et des énergies, des énergies
Et puis aussi par la suite, il y a aussi que eux, ils deviennent encore après de très grands contributeurs du régime à travers les expéditions de mandat qu'ils vont faire une fois qu'ils ont réussi là-bas à leurs différentes familles. Eux aussi deviennent des moteurs de développement à partir de ce moment-là et soutiennent, sans même le savoir, le régime à se maintenir en finançant l'activité économique dans leur pays de départ. Donc c'est une très très bonne chose pour le régime du président Paul Biya de voir tous ces jeunes-là partir parce que cela contribue de la stabilité politique du Cameroun. Oui. Mais en comparaison avec des pays comme le Mali, on s'est rendu compte que la diaspora camerounaise ne participe pas tant que ça à l'économie, au développement de l'économie. Donc, il n'y a pas de gain aussi élevé. Elle contribue. Il ne faudrait pas faire une comparaison entre la diaspora malienne et la diaspora camerounaise parce que ce n'est pas le même effectif. Mais la diaspora camerounaise est beaucoup plus efficace, est en nombre réduit, mais beaucoup plus efficace que la diaspora malienne. Parce que quand vous voyagez dans les grands séminaires, dans les grands colloques internationaux, vous allez voir des Camerounais qui sont de grands chercheurs, vous allez voir des Camerounais qui sont des maîtres de conférences, vous allez voir des Camerounais qui rayonnent aux quatre coins dans les pays développés du monde entier. Ces Camerounais-là n'ont jamais arrêté de faire des mandats, toutes les semaines d'ailleurs, parfois même tous les jours, de faire des mandats pour soutenir voilà leurs parents qui sont restés au Cameroun. Maintenant, il est tout à fait clair. On va rester sur un dernier rapport de la Banque mondiale qui montre que les envois d'argent des migrants africains, n'est-ce pas, dépassent l'aide publique au développement qu'apportent les pays industrialisés. Donc, c'est pour dire que davantage on voit des personnes partir, davantage il y a des potentialités pour développer l'économie, mais il y a aussi un moyen de pouvoir vider littéralement la scène politique et garder la stabilité. Justement, on parle d'un gain, d'un enrichissement économique, mais peut-être d'un désamour au niveau de la nation, puisque ceux-là qui partent, ils s'attachent finalement à ces autres pays et ressentent un désamour après pour le Cameroun. Est-ce que vous êtes de cet avis, Fallon Chunia? C'est très évident, parce que lorsqu'ils partent étant jeunes, ils arrivent, ils font la différence entre le cadre environnemental dans lequel ils se trouvent et ce qu'ils ont laissé. Maintenant, ils se disent, plus question pour moi de retourner dans cette misère, plus question pour moi de retourner dans cette merde. Et en plus qu'avec le diplôme que j'ai, si je retourne, je ne vais pas trouver un travail. Et non seulement le travail qu'on va me donner, je ne serai pas payé à ma juste valeur. Le salaire que je reçois ici est plus élevé que ce qu'on me payera là-bas. Donc ici, on reconnaît mon intellect, on reconnaît ma valeur professionnelle et je ne repars plus. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant que de laisser mes frères souffrir, que je les fasse venir. Non seulement le Cameroun se vide de ces jeunes intelligents, intellectuels, parce que quand il y a beaucoup d'étudiants camerounais au Canada et quand tu regardes la sous-région Afrique centrale, donc la sous-région CEMAC, pardon, tu te rends compte que le Cameroun est le pays là qui a un système éducatif bien fondé par rapport aux autres pays de la sous-région CEMAC. Tu te rends compte que le système scolaire au Cameroun est plus prisé et plus apprécié. À l'étranger, on a des Camerounais qui sont plus intelligents, on a des Camerounais qui réussissent à obtenir des bourses avec les moyens, les bourses et les prescriptions avec les moyennes qu'on demande souvent. Les universités canadiennes sont pointues là-dessus. Il te faut une moyenne, soit au-dessus de 12, au-dessus de 14, pour pouvoir avoir l'accès à la prescription dans une université. Donc, on se rend compte que ces Camerounais-là sont en train de partir. Non seulement, plus question pour lui de souffrir, de revenir souffrir comme ça, parce que non seulement s'il revient avec son intelligence, il n'est pas apprécié à sa juste valeur. Pour trouver le travail, ce n'est pas évident. Il se rend compte qu'il est dans un pays de liberté, qui est le Canada, ou alors à l'Occident, peu importe le pays, il est dans un pays où les droits sont respectés. Est-ce qu'il faut revenir et maintenant se sentir comme oppressé? Non, plus question. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, j'enlève ma famille. Et c'est comme ça qu'il appelle ses frères, il appelle ses petites sœurs, il leur trouve une place. Et ce sont des jeunes qui partent. Mais surtout après, sans vous couper la parole, après il y a toujours le concept d'afropolitain qui revient, c'est-à-dire ces Africains-là qui brillent dans les capitales du monde, mais qui sont très rattachés aussi à leur terre natale, c'est-à-dire qui reviennent avec de vrais projets visant le développement de leur communauté. Je prends un exemple simple, un Camerounais, une famille camerounaise qui migre vers le Canada, qui réussit là-bas, n'oubliera jamais de revenir au Cameroun, développer soit une activité économique d'une certaine taille pour constituer une nouvelle oligarchie. On les voit d'ailleurs en ville,
ils n'oublieront jamais de venir affirmer ici au Cameroun qu'ils ont réussi d'un certain niveau. Et généralement, quand ils reviennent, pour mieux sécuriser leurs investissements, ils adhèrent plutôt au parti au pouvoir, parce que politiquement, ils ont déjà basculé à droite. Mais et cela est toujours un avantage pour le régime. Oui. Justement, après ce qu'ils ont vécu à l'étranger, quand ils arrivent, ils ressentent forcément le décalage entre ce qui est implémenté dans les pays à l'étranger et ce qui est fait ici. Donc, quand ils arrivent, ils veulent peut-être lancer des affaires, ils se rendent compte des lourdeurs administratives, de tous les problèmes qu'ils rencontrent ici. Au final, le pays natal devient juste un endroit où on vient se reposer pendant les vacances, acheter des cadeaux aux cousins, aux cousines qui sont restés et on repart mener sa vraie vie ailleurs. Même si on vivait comme ça, même s'ils vivent comme ça, cela est toujours, ils parviennent toujours à injecter des sommes d'une certaine consistance dans notre système économique, ce qui concourt encore à soutenir le régime, parce qu'ils font ce que le gouvernement fait aussi, c'est-à-dire qu'ils sont des précurseurs de la croissance économique. C'est bien pour tout le monde, c'est bien pour les affaires. Maintenant, pour ceux qui viennent rester, voilà, pour ceux qui viennent rester, eh bien, ceux-là, politiquement, ils sont déjà à droite. Donc, ils sont plutôt conservateurs parce qu'ils ont déjà un certain potentiel de richesse. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent rapidement dans les rangs du parti au pouvoir parce que, surtout, ne vous inquiétez pas, les tracasseries administratives, c'est pour les gens qui n'ont pas été cooptés par le pouvoir. Quand vous êtes coopté par le pouvoir, vous êtes un membre du comité central, vous pouvez débarquer au port autonome de Douala, envoyer votre carte de visite et puis bénéficier de certaines facilités qui vont vous permettre de faire tourner votre activité. Ils sont très nombreux qui ont d'abord été des migrants, qui ont fait fortune et qui sont revenus, enfin, qui n'ont pas fait fortune, qui ont trouvé de quoi investir et qui sont revenus faire fortune ici au Cameroun, parce que rassurez-vous, au Canada ou alors dans tout autre pays, ils ne feront jamais fortune. Bien évidemment, Guy Fondop, mais la dernière question pour sortir de ce sujet, est-ce qu'il faut partir pour réussir? Parce qu'ils seront nombreux, ces étudiants-là, qui vont aller aux conférences du gouvernement canadien pour qui veut coopter encore plus d'étudiants. Est-ce qu'il faut partir? Est-ce que c'est ce message-là qu'on devrait envoyer à la jeunesse, à tous nos étudiants? Il faut partir, se déplacer pour réussir. Il n'y a pas de réussite au Cameroun. Il ne faut pas partir pour réussir. Il y a la réussite au Cameroun, mais maintenant, c'est la technique qu'il faut. Et si nous partons tous pour réussir, qui va rester changer le Cameroun? Qui va rester apporter ses idées? On devrait rester sur place et se battre pour défendre nos idées, pour défendre notre place. Parce que comme il a soulevé tout à l'heure, ils s'en vont et quand ils reviennent, ils adhèrent au parti au pouvoir. Pas parce que c'est l'idéologie qu'ils défendent, mais c'est une manière de sécuriser leur bien. Et ils finissent par être cooptés et être embourbés dans une machine où ils sont incapables de s'exprimer, où ils sont incapables de défendre leurs idées et défendre leurs projets. Et je pense que c'est pas ce qu'on a envie. Il faut qu'on puisse rester sur place, faire nos études au Cameroun et peut-être aller à l'étranger, mais pour soit se former pour une certaine période et revenir compléter ce qu'on a déjà commencé ici là. On peut aller pour des visites, on peut aller pour recevoir une certaine formation, pour travailler avec des partenaires, mais je pense que le Cameroun a plus besoin de nous et notre pays nous offre un système éducatif assez bon et beaucoup de personnes qui sont restées au Cameroun réussissent et ça te pousse non seulement à défendre tes idées et avoir avec toi un certain nombre de personnes parce que lorsque tu vas revenir et adhérer à un parti qui au départ était celui-là qui te pressait et qui ne te donnait pas les moyens de réussir. En quoi est-ce que ça aide le Cameroun? Le Cameroun, ce cher pays justement où les prêtres deviennent des RDPcistes, c'est ce qu'on a appris justement dans l'ouest littoral qui nous fait savoir qu'un prêtre a encouragé des citoyens à voler. Guy Fondop. Oui, enfin, moi ça ne me surprend pas beaucoup parce que il faut dire que voilà, nos religieux ont toujours été des accompagnateurs du gouvernement ou alors du régime politique que nous avons en ce moment ici au Cameroun. On n'a jamais vu l'Église. L'Église, oui, l'Église s'est souvent opposée au régime, mais toujours dans le sens voilà, de pouvoir mieux rejoindre ce régime-là un peu plus loin. Donc ça ne me surprend pas qu'on puisse avoir de tels comportements parce que voilà, le régime politique que nous avons aujourd'hui a été promu par l'Église. A été par la suite soutenu, consolidé aussi par l'Église. Donc vraiment, pour moi, cela ne me soutient pas. La preuve en est que, quand vous regardez, et ce n'est pas seulement le cas du Cameroun, dans beaucoup d'autres pays africains, cela se fait, et même hors de l'Afrique, cela se fait. Quand vous regardez le discours, n'est-ce pas, des religieux, ce discours-là obéit à une certaine vision parfois républicaine, mais aussi parfois une vision essentiellement, une vision politique, d'une faction politique qui, à un moment donné, arrive à prendre contrôle de ces appareils-là. Je prends le cas de la France, par exemple, avec l'islam. Il est clair que la France a sa forme d'islam. Il n'est pas possible de prêcher
voilà, d'une certaine façon sur le territoire français, que ce soit pour les prédicateurs musulmans, que ce soit pour les prédicateurs chrétiens. Mais là-bas, au moins, il y a un avantage, c'est que ces religieux sont davantage imprégnés plutôt des valeurs républicaines et non de la vision politique d'un parti. Alors, Falon Chunia, ce prêtre qui demande aux gens de bien voler, c'est-à-dire voler en pensant aux autres, en partageant. Quel est votre avis sur cette question? Je pense que, sans toutefois vouloir indexer une église particulière, l'église catholique a toujours joué ce rôle dans la mesure où, à travers même l'œuvre de Victor Hugo, Les Misérables, avec Jean Valjean, qui était déjà un célèbre voleur, mais qui était un voleur qui partageait aux pauvres et qui, par l'intermédiaire des prêtres, c'était admis, avec même le célèbre feuilleton ou alors le célèbre film de Robin de Bois avec Frère Jean. Robin de Bois est un célèbre bandit qui volait aux riches pour donner aux pauvres. Et je pense que ça s'est fait avec la complicité des prêtres et des frères. Maintenant, parce que dans une mesure, ils se disent que si on prend quelqu'un qui en a assez et qui ne veut pas partager pour le redistribuer aux pauvres, ça doit forcément être une bonne chose. Mais l'intention qui est derrière, est-ce que quand il prend à cette... mais là, ils ne prennent pas à quelqu'un, ils prennent à une nation. Ça veut dire qu'ils volent aux pauvres pour après leur donner des miettes. Je ne pense pas que ce qu'ils donnent aux pauvres, c'est quelque chose d'assez évident, mais ce n'est pas à un riche qui vole, mais c'est à une nation. Et cet argent appartient à tous les Camerounais. Donc, ils ne sont en retour en train de rien leur donner, mais juste les miettes de ce qu'ils leur ont volé au départ. Et pour sortir de cette soirée de l'information, cette actualité sur la démission de Christiane Taubira, ministre de la Justice de France, Guy Fondop, votre réaction suite à cette démission? Vous semblez tout à l'heure être très touché par ce départ de Christiane Taubira. Oui, mais pour moi, c'est une démission tout à fait tardive. Oui, c'est une démission tardive parce que j'aurais beaucoup aimé la voir partie avant le mariage pour tous. Pas pour dire que je suis contre l'homosexualité ou contre les communautés homosexuelles. Non, pas du tout. Mais tout simplement parce que je suis contre une certaine tendance au sein de la classe politique française qui voudrait à chaque fois que le noir soit toujours associé à des choses pas très réduisantes, à des choses qui ne mettent pas toujours tout le monde d'accord. Ils ont déjà eu Christiane Taubira pour le mariage pour tous, et après on a vu la manif pour tous qui est venue l'accabler littéralement. On a vu des clichés où elle était tout simplement qualifiée, où elle était vraiment victime de racisme, et on n'a pas vu ces acolytes politiques monter en puissance, suffisamment en puissance pour décrier cet état de choses. Et puis après, on la retrouve dans une autre configuration où on voudrait qu'elle soit celle-là, qui lève le bâton contre les Noirs de France qui ont pu obtenir le fameux sésame, le sésame précieux de la binationalité. On voudrait maintenant qu'elle se lève contre les siens. C'est une façon encore davantage de montrer que le nègre ne vaut rien et que, d'ailleurs, le nègre peut consommer le nègre. Et je pense que rapidement, elle a compris que cela devait être une mort politique certaine pour elle, parce qu'il faut rappeler quand même que sa base politique reste encore les territoires d'outre-mer. Donc, politiquement, cela n'était pas soutenable. Donc, je pense qu'il était tout à fait naturel et même automatique qu'elle démissionne, oui. Eh bien, elle quitte le bateau pour laisser la place à Jean-Jacques. On voit s'il fallait qualifier ces 4 années de Christiane Taubira au ministère de la Justice, Falon Chunia. Moi, je pense qu'ici, Christiane Taubira est une personne qui a encore en elle l'idéologie de la gauche la gauche pure. Et le mariage pour tous, pour elle, ce n'était pas un problème. Et maintenant, le problème de déchéance de nationalité en France, c'est là où ça pose un problème, parce que c'est une idéologie. Les gens de la gauche pensent qu'il faut être équitable et accepter tout le monde. Ceux de la gauche pensent qu'il faudrait attribuer aux autres la nationalité française et ne pas le leur enlever. Alors que maintenant, on a d'un côté Valls et Hollande qui sont en train de se droitiser. Ça devient la gauche qui devient droite. Et ça fait en sorte qu'il y a un clash d'idéologie entre Christiane Taubira et l'idéologie de Manuel Valls et de François Hollande. Je pense qu'il n'était plus question pour elle de travailler avec un gouvernement qui était en train de se droitiser. Pour elle, qui reste encore une personne qui a une idéologie de la gauche pure. Eh bien, Christiane Taubira a déclaré: résister, c'est rester, mais résister, c'est aussi partir. Et c'est avec ces mots qu'on se dit au revoir et à demain pour une autre soirée de l'information. Pour l'instant, vous restez connectés sur Canal 2 Info. Merci à vous. Merci.